Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Timothée Parikh, chercheur en économie à l'Université de Lund en Suède. Il a réalisé plusieurs travaux sur ce modèle économique, dont sa thèse sur l'économie politique de la décroissance, adaptée au grand public avec son livre Ralentir ou périr. La conférence va durer 1 heure, suivra d'un échange de 30 minutes si vous avez des questions. Bonne conférence à toutes et à tous. Bonsoir, très content d'être là, surtout dans votre super salle pour donc une présentation de la décroissance en chanson. Vous allez être les premiers à faire l'expérience de ma comédie musicale, l'adaptation de Ralentir et périr, Ralentir ou périr. J'étais venu à la base pour vous donner un petit élan d'optimisme, mais là, malheureusement, vous avez eu le lapsus révélateur de la situation actuelle. Ralentir ou périr, le choix est encore là. Et bonjour à tous, donc, je m'appelle Timothée Parikh, je suis chercheur à l'Université de Lund, dans le sud de la Suède. Et effectivement, j'ai publié en septembre un livre qui s'appelle Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance, qui était basé sur ma thèse qui s'appelait The Political Economy of Degrowth, que j'ai écrit entre 2016 et 2019 à l'Université de Stockholm, à l'Université de Clermont-Ferrand et un petit peu à l'Université de Barcelone. Combien d'entre vous ont déjà lu Ralentir ou périr? Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ralentir et périr. Ralentir ou périr? Quelques-uns. Combien d'entre vous ont lu The Political Economy of Degrowth? Ah, ok. Une personne. Donc, la thèse est accessible en ligne pour ceux qui sont intéressés. C'est en anglais. Et le livre est une tentative de synthétiser cette discussion un petit peu sur la décroissance. Et moi, c'est ce que j'ai envie d'amener aujourd'hui. C'est-à-dire que quelques définitions pour justement arriver à faire la différence entre ces grandes catégories de concepts: objection de croissance, décroissance, post-croissance, sobriété, frugalité, aussi les articuler avec des concepts un petit peu plus anciens, l'écosocialisme, le post-extractivisme, l'anti-productivisme, l'anticonsumérisme. Donc, essayer en fait de tisser un lien entre toutes ces choses-là. Et moi, c'est ça qui m'a donné envie de venir étudier la décroissance. En fait, c'est la richesse de la boîte à outils conceptuelle. Ce n'est pas seulement le projet de société derrière, c'est-à-dire toutes les personnes, les activistes qui se sont rassemblés depuis le début des années 2000 derrière ce slogan de décroissance conviviale, mais c'est aussi l'apparatus conceptuel que je trouve analytiquement très puissant. Puissant pour repenser la source, les causes du grand déraillement écologique qui nous tracasse aujourd'hui, et aussi, surtout, pour penser des alternatives et des chemins pour s'y rendre. Donc, je vais essayer de vous présenter 2-3 trucs sur ce sujet. Ce sujet, déjà, aujourd'hui, on en parle beaucoup, il monte en popularité, c'est très nouveau. Moi, rien qu'en 2014, quand je terminais mon master en économie écologique et que j'avais envie d'écrire une thèse sur la décroissance, j'avais beaucoup de mal à demander des financements. Personne ne voulait explorer ce sujet. Et les départements d'économie étaient vraiment les derniers intéressés à me regarder un petit peu vraiment comme un pestiféré, du genre le pyromane qui veut devenir pompier, quoi. Le mec, il n'a pas compris, il veut faire l'inverse de ce dont on attend des économistes, donc l'étude de la croissance. Ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, il y avait la décroissance, c'était un truc de zadiste, radical, vraiment de groupuscule très politisé, un dogme. Aujourd'hui, le débat, il a évolué. Il s'est déjà scientifisé. Non? Bon. Il s'est académisé. Non, non plus, ça ne marche pas. En gros, il y a eu le développement de toute une science, d'articles académiques, de concepts, de livres qui rendent quand même le débat aujourd'hui beaucoup plus riche, tout aussi radical, mais beaucoup plus riche. Et surtout, il y a beaucoup plus de personnes et un contexte écologique beaucoup plus opportun, parce qu'en fait, la situation aujourd'hui est beaucoup plus préoccupante qu'elle ne l'était il y a 20 ans à l'émergence du concept. Et donc, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire l'argument, de défendre la nécessité d'une certaine décroissance comparée à il y a 20 ans. Donc moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est définir déjà la décroissance et décortiquer un petit peu la construction de l'argument pour que vous puissiez comprendre ce qui a amené les personnes qui aujourd'hui parlent de décroissance à la construire de la manière dont elle est construite. Et bon, après, ça peut vous aider
comprendre la décroissance sans forcément choisir la décroissance, c'est une cause, j'y vais ou j'y vais pas. C'est plutôt, voilà, c'est une discussion et à prendre des positions autour de cette discussion. Alors, c'est un sujet, moi, c'est ça qui m'a passionné parce que bon, j'aimais bien un petit peu la castagne conceptuelle, enfin, les sujets très controversés et la décroissance, mais c'est vraiment le summum, quoi. Enfin, étudier la décroissance, c'est le MMA académique, hein. MMA, pas assurance, MMA genre Mixed Martial Art, où vraiment, dès qu'on parle de décroissance, et là, j'en ai fait l'expérience depuis la sortie du livre, ça tabasse. C'est vraiment, il y a des gens qui sont contre à 600%, il y a d'autres personnes qui en font l'apologie aussi à 600%, et donc, concept controversé veut dire ça vaut la peine de creuser, ça veut dire qu'il y a une discussion qui est active, qui est énergisée, et donc ça vaut la peine d'aller chercher des explications sur ce concept, surtout que les économistes, enfin, on va pas tous les mêmes dans le même panier, on n'est pas tous pareils, mais les économistes mainstream, donc d'orientation néoclassique, qui n'ont pas l'habitude vraiment d'étudier les problématiques environnementales, on balaye la décroissance du revers de la main, sans vraiment, c'est mon préféré, hein. On ne le voit pas très bien, je ne me souviens plus de son nom, avec son joli petit nœud papillon. C'est l'économiste en chef de l'Institut national de statistique du Luxembourg, l'équivalent de l'INSEE. Ceux qui parlent de décroissance n'ont rien compris. Il a même un petit schéma pour nous montrer, mais c'est trop mignon, avec une courbe et une équation. Et la manière dont il écrit donc, dans son petit entretien là, pour le journal au Luxembourg, en 3 phrases, il arrive à montrer que l'humain n'a aucune idée de ce que c'est que la décroissance. C'était comme moi, si je disais, bah, moi je suis contre les trous noirs parce que j'aime pas la couleur. Tu vois, si c'était des trous verts, pourquoi pas. Mais enfin, on est vraiment à un niveau d'incompréhension du sujet où des personnes affirment une opinion, mais sans pouvoir définir de quoi on parle. Donc c'est amusant, mais aussi contre-productif pour le débat public. Donc c'est pour ça qu'ici, quand même, il va falloir se faire une opinion. Cette opinion, elle est basée quand même sur une littérature qui est aujourd'hui en expansion très rapide, hein. La décroissance, c'est 600 articles académiques en anglais dans des revues à comité de lecture. Les premiers en 2007, là, je n'ai pas mis pour 2022, mais on a terminé avec plus de 100 articles académiques qui se publient dans plein de domaines différents. Alors, en économie, bien sûr, mais des historiens qui vont aller regarder, par exemple, l'histoire de la comptabilité nationale, l'émergence du PIB au début du XXe siècle et la formation de ce que certains appellent maintenant l'hégémonie de la croissance dans les politiques publiques à partir des années 50-60. Des études anthropologiques de communautés, je ne sais pas, par exemple, les éco-villages, les villes en transition, les monnaies locales, certaines personnes qui se mettent à faire du slow travel pour mieux comprendre un petit peu justement ces nouvelles cultures de consommation, des études autour de la technologie, autour de la démocratie, sur beaucoup de choses qui sont faites, par exemple, sur des initiatives comme les coopératives, les budgets participatifs, mais dans le contexte d'une décroissance. Donc là, en fait, le concept voyage arrive dans plein de nouvelles disciplines, très variées, hein, l'archéologie, les sciences du tourisme, le marketing. Là, il va y avoir une special issue en 2023 sur marketing et décroissance. Donc, il y a vraiment énormément de milieux qui se saisissent de ce concept et ça donne lieu à des études intéressantes donc, qui viennent un petit peu armer cette discussion où on n'est plus vraiment au niveau des années 2000, du genre la décroissance, c'est la dictature verte, est-ce qu'on est pour ou contre la technologie. Il y a vraiment des discussions qui s'affinent. Les discussions, elles s'affinent et aussi les instruments qui sont discutés. Alors là, avec des collègues, on a fait une revue de littérature cette année où on a screené à peu près 1200 textes sur la décroissance, des articles, des rapports, des livres, entre 2005 et 2020, dans plusieurs langues, et on est allé chercher en fait les propositions. En gros, la décroissance, OK, mais comment? C'est quoi la chose que ces personnes qui prônent la décroissance étudient ou demandent? En gros, ça peut être par exemple, je sais pas, le revenu de base, la réduction du temps de travail, la redistribution des richesses, ça peut être des quotas carbone, ça peut être l'élaboration de plus de coopératives, des monnaies locales, enfin tout ce que vous voulez, ça peut être des investissements, ça peut être la destruction des parkings, la fermeture des aéroports, la fermeture des mines de charbon. À chaque fois, dans un texte où il y a une demande, on l'a analysé, on a regardé si c'est un but, un objectif, un instrument. Et donc, on a fait une liste de 530 propositions, dont 380 instruments. Donc, on a ça dans ce papier où on essaie de catégoriser ça en fonction de 13 grandes familles
Donc ça, vous pouvez regarder si ça vous intéresse, c'est en ligne. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une espèce de boîte à outils qui commence à se construire autour de ce concept de décroissance. Une boîte à outils qui s'affine. C'est-à-dire que quand le concept émerge en 2002, la première proposition de la littérature décroissante, c'est le revenu de base. Aujourd'hui, dans cette littérature, il y en a 9 différents designs de revenus de base. Des revenus de base complètement monétarisés, des revenus de base complètement démonétarisés à la façon d'un Universal Basic Services, la proposition britannique de 2017, des mix, genre la dotation inconditionnelle d'autonomie, où vous recevez, il y a une partie en service public, une partie monétarisée, une partie en monnaie locale. Donc, il y a en fait des instruments aussi qui s'affinent, où on se dit, à partir du moment où on veut suivre la logique d'un revenu universel pour telle ou telle raison, eh ben, on peut le faire comme ci, on peut le faire comme ça. Il y a des forces, il y a des faiblesses. Donc, la décroissance, c'est un petit peu aussi cet iceberg aujourd'hui où, malgré les quelques débats qui reviennent tout le temps, eh ben, il s'enrichit quand même de manière significative après année. Alors, ça aussi, je le mentionne rapidement, l'arrivée du concept de décroissance dans les rapports du GIEC. Ce qui est important, parce que les rapports du GIEC, c'est quand même une revue de littérature de tous les connaissances scientifiques qui pourraient potentiellement être utiles dans notre compréhension du changement climatique, que ce soit les sciences physiques ou des sciences sociales. Le GIEC fait des rapports depuis les années 90. On n'a jamais parlé de décroissance et de post-croissance, mais dans la R6 et surtout le rapport sur l'adaptation et la mitigation, donc là, les deux rapports, on parle de décroissance, on parle de post-croissance et pas seulement, encore une fois, comme quelque chose de marginal, mais ça revient avec des vraies références sur ceux qui parlent de décroissance dans la littérature académique et pas seulement de l'épouvantaillement, mais c'est même pas un mot ça, du straw manning, de se dire voilà, on va juste dire la décroissance c'est quelque chose de pas sérieux. Donc une mobilisation de ces concepts qui commencent à prendre de l'importance dans le débat public. Alors bien sûr, ici, dans le royaume des déserteurs, vous avez, j'imagine, vous êtes plus d'un à avoir rencontré cette nouvelle énergie en fait contestataire des étudiants, mêmes énergies, hein, ce que vous avez vu en France. Moi, je vois ça aussi avec mes étudiants en Suède, là, à l'université de Lund, où on a une grande mobilisation, donc une vague de contestation contre le capitalisme, contre l'impérialisme, contre beaucoup de choses, avec la mobilisation du concept de décroissance, plus ou moins directement, par ces étudiants. Donc là, moi, c'est ce que je vois beaucoup, la décroissance énergise. Donc c'est un concept qui est en train de changer de nature aussi. Il y a des gens qui la considèrent comme, avant, au début des années 2000, Paul Ariès nous disait un mot obus, quelque chose vraiment pour déranger le système. Là aussi, il y a des gens qui le mobilisent comme un mot portail. C'est un mot qui vraiment permet de se projeter dans un projet de société alternatif autour de concepts. Ça peut être le convivialisme, la résonance, l'économie du bien commun. Et on en verra beaucoup d'autres. Donc là aussi, c'est un concept qui circule dans des endroits où il n'avait pas vraiment circulé avant. Je vais peut-être faire une première division conceptuelle, historique, entre 3 couches à l'intérieur même du concept de décroissance: l'objection de croissance, la décroissance et la post-croissance. Tout a été designé. Ça a l'air d'être une super mauvaise idée. Là, vous allez voir de la façon la plus brutale que je ne suis pas un ingénieur, très loin de là. Ok, ça a l'air d'être pas mal. Donc, la petite division. Alors, les années 70, naissance de l'objection de croissance. Rapport Meadows, 1972, j'imagine que vous en avez entendu parler. Mais dans les années 70, il y a énormément d'idées de critique du capitalisme, du néolibéralisme, de l'impérialisme, du patriarcat, qui prennent comme porte d'entrée la croissance, ou plus généralement une critique du productivisme, ou d'un joli mot de Françoise Daubonne, celle qui avait dans les années 70 la première parlait d'écoféminisme, elle parlait de l'illimitisme. Donc on a cette création, en fait, cette espèce d'idéologie du toujours plus, qu'on retrouve aujourd'hui comme idéologie de la croissance dans nos sociétés modernes, mais qui à l'époque pouvait prendre une différente forme. Et donc on a le rapport Meadows, là en bas à gauche, vous le voyez, mais aussi l'économie stationnaire de Herman Daly, lui-même qui était l'étudiant de Nicolas Georgescu-Roegen, qui avait
théoriser l'économie à partir des lois de la thermodynamique, dont la loi de l'entropie. On a Ivan Illich, Ernest Friedrich Schumacher, qui sont deux penseurs de la proportion, qui donc se sont attaqués aux critiques de la croissance comme une force de perte d'harmonie entre les systèmes humains et les systèmes vivants. Donc là, en fait, il y a toute une pluralité d'auteurs, André Gortz en France et Juliette Schor aux États-Unis, qui ont mené à cette critique qui, à l'époque, était dépareillée. C'est-à-dire que ça, c'est des livres, c'est des auteurs, des autrices différentes dans plein de pays différents, dans des disciplines différentes, avec des traditions intellectuelles différentes. Ce qui va les réunir, c'est en 2002, quelques penseurs qui décident de lancer le slogan de la décroissance. Donc des gens qui avaient lu ce qu'on appelle maintenant les précurseurs, il y a cette très belle collection Au passager clandestin, donc précurseurs de la décroissance, qui essaie justement d'aller explorer les traditions intellectuelles derrière le concept de décroissance. Encore une fois, il y a un bel exemple d'enrichissement d'un concept, un concept qui va explorer sa propre généalogie. Et donc, quand la décroissance naît en 2002, c'est vraiment dans l'affiliation de cette objection de croissance, donc de se dire c'est pas juste une réaction pragmatique en tant que voilà, on n'a plus assez, je sais pas, de budget carbone et donc on peut pas verdir l'économie parce qu'il y a des limites et il y a une certaine vitesse qu'il faut pour découpler machin et donc il va falloir faire quelque chose de plus. Ça, c'est l'argument qu'on entend souvent. Mais il y a plutôt une critique anthropologique, philosophique, politique du capitalisme, de l'illimitisme, du productivisme et d'une relation à la nature très utilitariste et managériale, très anthropocentrée. Et donc la décroissance, quand elle naît dans les années 2002, c'est ce slogan qui entrecroise énormément d'objectifs et qui énergise quelques réseaux en Belgique, au Québec, en Italie, en Espagne, qui va lancer quelques partis, le Parti pour la décroissance en France en 2006, des journaux, des deux mouvements en Italie. Donc un concept qui devient populaire dans ce genre de cercle, jusqu'à ce qu'il soit traduit en 2008 en anglais, Degrowth, avec l'organisation de la première conférence à Paris, conférence académique. Depuis la conférence de Paris, il y en a eu tous les 2 ans, parfois même tous les ans, des conférences académiques où on a vu chaque année, moi je les ai fait depuis 2014, de plus en plus de personnes qui viennent pour participer à cette grande discussion et à l'élaboration des connaissances autour de ce projet de décroissance. Alors, ce qui est important ici, c'est de déjà faire la différence entre deux choses. La décroissance, donc, c'est ce paradigme, cette espèce d'objection, de critique de la croissance comme idéologie. Pas seulement comme phénomène, donc une économie, voilà, si vous produisez, vous consommez plus d'une année à une autre, vous le mesurez avec les outils de la comptabilité nationale, le PIB augmente, on appelle ça de la croissance. C'est un phénomène réel dans l'économie, mais aussi une association émotionnelle avec ce phénomène, de se dire c'est trop bien. On essaye de faire croître l'économie parce que l'on considère, pour certaines raisons, vraies ou fausses, que la croissance de cette économie va nous apporter des choses que l'on considère désirables. Et donc, c'est ça vraiment aussi qui va nous animer là dans les quelques chiffres que je vais vous montrer. C'est, je pense qu'aujourd'hui, on a une obsession anthropologique dans les pays à revenus et de manière plus généralisée un petit peu partout dans le monde, pour la croissance économique qui n'est plus justifiée et qui est de plus en plus difficilement justifiable. Sur plein de raisons, donc une triple critique, moi c'est ce que j'avais développé dans ma thèse, une critique qui est d'abord écologique, mais qui est aussi socio-économique et qui est politique. Pour la punchline, pour la résumer vraiment en 3 niveaux, c'est de se dire que la croissance n'est plus biophysiquement soutenable. Ça, c'est le niveau assez facile à défendre, que même si elle était biophysiquement soutenable, elle serait socio-économiquement intenable. Donc là, on regarde ce qu'on appelle les limites sociales de la croissance, de la même manière qu'il y a des limites du côté des écosystèmes, il y a des limites du côté des sociosystèmes. Et même si elle était biophysiquement soutenable et socio-économiquement tenable, elle serait politiquement inutile parce que la croissance dans les pays à revenus, c'est décorréler des indicateurs de qualité de vie. Et donc aujourd'hui, cette poursuite de la croissance à tout prix, parfois à l'encontre de la santé des écosystèmes, de la santé des sociosystèmes, peut paraître un petit peu dogmatique dans le sens où à quoi bon s'entêter à faire croître le PIB si ça n'apporte pas toutes les promesses qu'on est censé en soutirer. Donc, de cette idée à la fois de critique de l'idéologie de la croissance et d'étude du phénomène de la croissance et d'étude
du phénomène potentiel d'une décroissance, que je vais bientôt définir. On a eu plein de littérature, donc ralentir ou périr. Moi, j'ai essayé non seulement de faire une espèce de synthèse de ces idées qu'on a dans ce qu'on appelle la décroissance à la française, mais aussi d'y intégrer tous les ouvrages et toutes les idées qui s'y sont ajoutées de l'extérieur. Donc, par exemple, quand vous lisez, je ne sais pas, Tim Jackson à la fin des années 2000 ou Kate Raworth dans son livre du Donut en 2017, c'est des approches aussi différentes de lire Serge Latouche et Paul Ariès. Mais c'est des approches qui sont sur un spectre avec des idées, je pense, qui se connectent, sorte des Avengers de contre la croissance. Et donc, moi, dans Ralentir ou périr, j'ai essayé vraiment de ramener tout ça ensemble. Si vous ne devez J'ai vraiment des problèmes de grammaire ce soir. Là, on va Si vous voulez lire un livre, vraiment, pour avoir une vue d'ensemble de la littérature sur la décroissance, je vous recommande The Future is Degrowth, qui est sorti en juin 2022, qui est vraiment en 80 concepts et des jolies listes, un survol de la richesse conceptuelle, donc de la puissance analytique de la littérature sur la décroissance. Alors, là maintenant, venons définir la décroissance et je vais l'articuler avec la post-croissance. Parce que dans cette espèce de division là en trois concepts, donc l'objection de croissance qui donne lieu à la décroissance au début des années 2000 et après qui évolue un peu dans plusieurs directions, certains qui vont critiquer la croissance, d'autres qui vont plutôt explorer le phénomène physique d'une décroissance et d'autres qui vont juste aller imaginer un projet de société post-croissance. Donc, une fois cette décroissance faite et terminée. Donc, moi, dans le livre, j'essaie d'articuler ces deux concepts avec une définition ici qui va être assez claire sur sa première ligne. La décroissance est une réduction de la production et de la consommation. Alors là, très souvent, les gens disent oui, mais décroissance, machin, il faut bien produire plus de vélos et de pistes cyclables, de choses comme ça. Mais en fait, la décroissance, comme la croissance, c'est un phénomène macroéconomique. Dans une économie, quand on dit vous avez de la croissance en France sur une période, ça ne veut pas dire que toutes les choses ont augmenté en production. Vous avez des entreprises qui ont fait faillite, vous avez des secteurs qui sont en déclin, mais le déclin et la faillite de ces entreprises a été plus que compensé par la croissance d'autres trucs dans l'économie. Donc, de manière agrégée, si vous comparez avant et après, l'économie, elle est plus grosse. Et voilà, la croissance, c'est le contraire. Vous allez avoir un changement, certains secteurs vont être en déclin, d'autres vont continuer d'augmenter, mais vous allez mesurer le avant et le après, et l'économie, elle sera plus petite. Et donc ça, c'est l'hypothèse qui sous-base en fait cette idée de décroissance, c'est que cette réduction, ce régime macroéconomique d'une économie est nécessaire parce qu'il est très difficile d'alléger l'empreinte économique d'une économie en croissance ou même d'une économie stationnaire, en fait d'une grosse économie. Et ça, je vous montrerai quelques chiffres après pour comment est-ce qu'on fait pour estimer la taille écologique d'une économie. Mais pour l'instant, juste sur la logique de se dire, d'accord, on fait ce régime avec l'objectif d'alléger. Donc là, ça veut déjà dire que la décroissance, à la différence de la croissance, elle est ciblée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va chercher la croissance de l'économie française, c'est un objectif agrégé. Et tout ce qui peut y contribuer, trop bien. La décroissance, c'est pas pareil. C'est-à-dire que vu que c'est une décroissance qui doit faire baisser l'empreinte écologique, et vu que les secteurs ne participent pas tous à l'empreinte écologique de la même manière, ça va nous demander une certaine sélectivité. De la même manière que si vous faites un régime, vous n'allez pas vous poncer les dents. Il y a des choses, des parties du corps sur lesquelles vous allez pouvoir travailler, d'autres parties du corps sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir travailler. Ça, cet exemple est pourri. Je suis désolé, il est tard. Planifier démocratiquement. Donc là, on ajoute en fait trois caractéristiques, donc en plus de la soutenabilité, la démocratie, la justice sociale et le bien-être. J'avais fait une petite étude où j'avais recensé 150 définitions de la décroissance dans la littérature, je les avais disséquées, j'avais justement essayé d'identifier c'est quoi les éléments constituants du concept de décroissance et j'avais fini par trouver ces quatre, soutenabilité, démocratie, justice sociale, bien-être. Donc là, en fait, je les reprends pour garder un petit peu la cohérence de la filiation intellectuelle de la décroissance telle qu'elle existe dans la littérature. Je les agence comme ça parce que je pense que ça a du sens de se dire, OK, la première phrase, c'est du factuel, ça c'est ce qu'on observe, réduction de la production et de la consommation. Deuxième phrase, c'est un petit peu un objectif premier, on va dire, en fait, on fait ça vraiment pour alléger l'empreinte écologique. Il y a d'autres façons de critiquer la croissance, sociale, politique ou quoi, mais l'une des premières priorités aujourd'hui, c'est quand même l'objectif écologique. Mais ensuite, on y ajoute quand même des contraintes. C'est-à-dire que cette réduction doit être planifiée démocratiquement. Pourquoi ? Pour pouvoir se faire dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Alors là, déjà, la décroissance, elle a une
une généalogie anarchiste très forte, dont la concentration sur la démocratie. Dans la littérature décroissance, c'est plutôt les mouvements d'autonomie autour du concept de Cornelius Castoriadis, donc d'autodétermination, d'autogestion qui sont très forts. Donc là, on voit la planification démocratique, et on verra ça plus tard. Il faudra faire la différence entre les planifications top-down et les planifications bottom-up. Mais justement, pour qu'une planification se fasse dans le souci du bien-être, et on verra plus tard que ça suppose qu'on ait justement une organisation bottom-up pour faire remonter ce qu'on appelle les empreintes bien-être des différents produits qui ne peuvent pas être connus en fait en regardant une économie du haut. Et donc, le concept de justice sociale, ça aussi, c'est présent depuis le début dans le concept. Et je vous montrerai quelques chiffres pour montrer en quoi la décroissance, quand elle arrive en 2002, c'est une stratégie de justice globale, de partage en fait d'un patrimoine écologique que les personnes qui parlent de décroissance pensent n'est pas aujourd'hui équitablement distribué. Alors, décroissance façon régime, donc vous prenez une économie obèse, vous faites le petit régime, trop cool, plusieurs années, vous réorganisez les secteurs, on revient sous le seuil des limites planétaires. Ensuite, ça passe à un autre mode de pensée que dans le livre, j'associe à ce concept de post-croissance qui a été développé en France par Jean Gadret, par Dominique Méda, par Florence Janicatrice. Donc, la post-croissance, une économie stationnaire. Une économie stationnaire, c'est une économie où vous n'avez pas d'expérience de l'exponentiel. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir de la croissance faible. Par exemple, si vous avez du progrès technologique et vous arrivez, je ne sais pas, à circulariser un processus de production, vous arrivez à améliorer la façon dont vous captez de l'énergie, eh ben, ça va vous donner une potentialité de production en plus. Vous n'êtes pas obligé de la saisir, mais ça vous la donne. De la même manière, si vous avez un écosystème qui s'effondre, vous avez une sécheresse, quelque chose que vous n'avez pas prévu, bah, ça vous en fait, fait baisser votre croissance potentielle. Donc, en fait, votre production, elle va osciller, et elle va osciller, enfin, dans l'esprit un petit peu de cette littérature, autour des besoins. C'est la deuxième grande hypothèse un petit peu de la décroissance. Si l'on venait organiser l'économie autour des besoins concrets et non plus autour des besoins abstraits définis avec le pouvoir d'achat, on aurait une économie qui, sur le long terme, serait stationnaire parce que les besoins répondent à des taux de satiété et de suffisance. Ça, j'y reviendrai un petit peu sur la fin de la présentation. Ici, juste pour vous montrer que sur cette définition, on garde les 4 mêmes caractéristiques. Économie stationnaire, ensuite soutenabilité, démocratie, justice, bien-être, mais avec des formulations différentes. Dans le livre, chaque phrase est un sous-titre de 2 chapitres différents où je viens justement essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire et à quels instruments en fait on va venir mobiliser. Là, vous vous souvenez, j'avais la liste des 530 propositions. En fait, dans le livre, je les étale un petit peu dans ces 10 paniers pour essayer de montrer que la décroissance déjà se divise en cette transition et ensuite cette destination. Donc là, on a clairement le trajet de décroissance et le projet d'une société, d'un projet de société post-croissance qui sera nécessairement, et on pourra en discuter dans les questions aussi, post-capitaliste. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous ici qui sont des grands fans de la croissance verte, du découplage, de l'écomodernisme, ce genre de trucs. Je vais passer rapidement quand même sur ces arguments, si ce n'est que pour vous équiper à avoir cette discussion qui est extrêmement pauvre la plupart du temps. Même discuter avec d'autres économistes qui travaillent là-dessus, moi je suis étonné en fait de la faiblesse des cadres analytiques pour discuter ces choses-là. Donc, très souvent, voilà, vous allez voir dans les news des headlines qui vous disent bon, bah, on découpe, regardez, on a verdi la croissance française, la décroissance, ça ne sert à rien parce que maintenant, notre valeur ajoutée, elle est dématérialisée, tadada, tadada. Et on va vous assommer un petit peu avec une petite courbe comme ça pour vous dire regardez, le bleu, c'est le PIB qui monte, le rouge, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez bien que ça s'est découplé. Donc en France, vous voyez bien qu'on peut créer du PIB sans les émissions qui lui sont associées. On peut même créer du PIB tout en baissant l'empreinte carbone. Et en effet, quand on voit cet argument, on se dirait bah, pourquoi est-ce qu'on ferait tout un projet vraiment de réduction de la production et de la consommation, de ralentissement organisé de l'économie, si en fait on va dans la bonne direction. Je pense que ce discours, il est trompeur et aujourd'hui, il est même potentiellement dangereux. C'est des critiques que j'ai développées depuis très longtemps dans mes travaux sur la croissance verte et le découplage. Ça, c'est un rapport qui vous permettra d'en avoir un petit peu une overview. Sinon, dans le livre, c'est le chapitre 2. La première
faiblesse en fait de cet argument, c'est la monomanie du carbone. C'est-à-dire en fait, la plupart des arguments sur le découplage, ou même des économistes, vont associer de manière inconsciente, parce qu'ils n'y ont jamais pensé, et ce n'est pas vraiment transition écologique et décarbonation de l'économie. Donc pour eux, l'objectif, c'est de décarboner. Et une fois qu'on a décarboné, on est un petit peu sorti de l'auberge. Si vous découplez croissance et émissions de gaz à effet de serre, c'est bon. Le problème, c'est quand vous faites de l'économie écologique, vous regardez l'intégralité de toutes les pressions sur l'environnement. Donc vous regardez les effets sur l'eau, sur les sols, sur la biodiversité, vous regardez l'usage de la biomasse, des métaux, du sable, des minéraux, tout ce que vous voulez. Et le but du jeu, en fait, de l'économie écologique, c'est d'arriver à atteindre un équilibre pour toutes ces limites planétaires d'un coup. Enfin, pas d'un coup, mais à terme, pour en fait arriver à stabiliser toutes ces limites planétaires. En gros, d'entrer dans le verre du donut, si on reprend le cadre de Kate Raworth. Je vous ai mis une petite photo de la France avec ces petits bourrelets rouges là de dépassement écologique. Donc la ligne verte, c'est les plafonds écologiques, c'est les choses qu'on ne devrait pas dépasser si l'on ne veut pas mettre en péril en fait la soutenabilité écologique de l'économie. Et donc l'objectif d'une transition écologique, dans ce sens-là, ça serait de faire baisser ces pressions sur l'environnement pour revenir dans le vert. Vu que là, en fait, on est en dépassement. Quand on est en dépassement, on crée une pression sur des écosystèmes et on peut les dégrader. Et une fois qu'on les dégrade, malheureusement, ces écosystèmes, ils cessent de fonctionner. Et quand ils cessent de fonctionner, il y a un retour de bâton pour l'économie. Si on utilise, je ne sais pas, trop de pesticides et qu'on bute toutes les abeilles, ça va être beaucoup plus dur de faire de l'agriculture en France. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, on doit respecter la capacité de charge des écosystèmes, ici, je ne sais pas, la biodiversité en général, afin que cette biodiversité puisse prospérer sur le long terme. Et donc, de la prospérité de cette biodiversité pourra continuer la prospérité de certains secteurs qui ne pourront jamais lui être indissociés, dont l'agriculture. Donc, c'est un petit peu ça la logique. Et donc, quand vous regardez en fait toutes les pressions sur l'environnement, ah oui, je vous l'avais mis aussi en français, donc ça j'imagine que vous connaissez l'économie du donut, on se rend compte qu'on a quand même des phénomènes de couplage. Là, j'ai mis une étude macroéconomique pour l'Espagne, parce qu'il n'y en a pas eu pour la France, une étude macroéconomique qui est la première en son genre, avec vraiment les données, les meilleures données qu'on peut trouver maintenant, mais c'est des données qui sont très difficiles à calculer, mais qui essayent, au moins dans la logique, c'est bien de se dire, on va regarder la macroéconomie, l'économie, la consommation totale de l'Espagne, et on va regarder sur plusieurs décennies, plusieurs pressions sur l'environnement. Et on regarde, qu'est-ce qui se découple, qu'est-ce qui se recouple, qu'est-ce qui reste couplé, est-ce que c'est un découplage absolu, relatif? Et quand on fait ça avec le PIB en pointillé, là, on voit différentes dynamiques. Et ça, déjà, ça peut nous aider. Parce qu'on se dit, très bien, il y a des trucs qui sont découplés. Donc là, les stratégies d'éco-efficacité ont peut-être fonctionné. Et il y a d'autres trucs qui ont moins bien marché. En France, typiquement, c'est la différence entre certaines industries et des secteurs comme le transport, où il y a eu les transports, aucune baisse des émissions. Et donc là, ça veut dire qu'en fait, il y a certains secteurs où les logiques de sobriété vont jouer un rôle beaucoup plus important que les logiques d'efficacité. Et ça, ensuite, une fois que vous avez les courbes, le découplage, et que vous avez vraiment clarifié le découplage de quoi on parle, est-ce que c'est un découplage d'eau, d'empreinte matière, d'empreinte carbone, il faut toujours aller venir évaluer l'ordre de grandeur de ce découplage. Parce que si vous avez un découplage qu'on appelle relatif, c'est-à-dire une baisse de l'intensité hydrique, carbone, énergétique d'un point de PIB, c'est bien, un bon point pour vous, mais au niveau, par exemple, du changement climatique, ça ne vous aide pas trop, parce que chaque année, vous avez quand même une augmentation des tonnes émises. Donc, si le but, c'est de réduire le nombre de tonnes en absolu, ça c'est ce que nous demandent les climatologues, il faut que le découplage soit au moins absolu. Mais si vous baissez vos émissions de 1% par an, là aussi, vous êtes encore dans la zone du bon point. Ce n'est pas assez pour tenir une trajectoire d'atténuation du changement climatique sérieuse. Donc, en gros, le découplage qui pourrait être intéressant, c'est un découplage qui serait absolu et d'une ampleur suffisante pour revenir sous une limite planétaire avant qu'on crée un dommage irréversible sur un écosystème. C'est celui-là, le découplage qu'on n'a jamais vu historiquement. Donc, il y a un problème où les économistes disent non, regardez, on a des pays où il y a du découplage. Vous vous souvenez, les 20 pays, là, je vous ai montré sur les graphes. Oui, c'est des 20 pays qui sont là, sur des petits découplages absolus, tout minuscules, mais cette expérience-là, historiquement, nous ne l'avons jamais observée. Donc, c'est là où, en fait, où on entre sur un pari vers l'inconnu.
les deux sont à Paris, hein, la décroissance aussi, on pourrait argumenter, mais le découplage n'est pas quelque chose que l'on a déjà observé, du moins dans l'ampleur où on parviendrait à concilier croissance économique et baisse des pressions sur l'environnement. Parce que c'est ça le débat aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'on est plus à même de réduire les pressions sur l'environnement en produisant et en consommant plus, en produisant et en consommant la même chose en quantité, ou en produisant et en consommant moins? Il y a 3 options, hein. Il n'y a pas de 4e option. Donc après, à chaque faites vos jeux. Moi mes recherches m'ont amené quand même à penser que c'est plus facile de polluer moins quand on produit moins, versus produire moins quand on produit plus, mais ce n'est pas encore le consensus, même si c'est quand même ce qui est sorti du dernier rapport du GIEC sur les quelques paragraphes du chapitre sur le découplage. Pareil, là, on a l'habitude de parler des empreintes carbone, donc vous pouvez regarder la baisse des empreintes carbone que vous pouvez comparer à une trajectoire de baisse. Donc, de vous dire, voilà, on a baissé là l'empreinte carbone française de 9% depuis les années 90. Vous dire trop bien, ok, 9%, ça correspond à quoi? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Ça vous donne en fait une estimation de l'ordre de grandeur à faire de plus. Bon, là, on a baissé l'empreinte carbone de 9% depuis les années 90, et là, on se rend compte qu'on devrait avoir à peu près ce rythme de baisse, mais annuellement. Donc, vous voyez un petit peu la différence des ordres de grandeur. Bon, alors bien sûr, là, en ce moment aussi, il y a une espèce de changement complètement de récit, parce que on a eu des périodes historiques en fait où les tendances à la baisse ont donc créé cette espèce de récit qui a complètement été chamboulé par divers événements historiques récents qui font que là, par exemple, les réductions, enfin l'absence justement de réduction des émissions en 2022, qui, selon les modèles économiques, était quelque chose qui n'arriverait jamais parce que dans la théorie de la croissance verte, forcément, avec plus de croissance, on découple. Là, ça vient aussi de mettre un petit peu plus de billes du côté de la décroissance. Et dernier point, donc, ne prêtez pas trop attention sur les moins 25% d'empreintes ici parce que ce n'est pas les mêmes chiffres qui ont été utilisés. J'avais annoncé à moins 9%. Ce n'est pas les mêmes bases de données. Le moins 9% est quand même plus fiable que celui-là qui n'est pas des données précisément vraiment sur les modèles qu'on utilise en France. Mais prenons quand même les moins 25% là, qu'ils annoncent sur ce graphe où on divise donc les périodes où, je ne sais pas, vous avez une augmentation de l'empreinte carbone en rouge, vous avez une stagnation en jaune et quand vous avez véritablement une réduction. Et si vous regardez toutes les réductions, donc là, vous voyez, il y a 4 périodes, hein, et 80% de ces réductions sont expliquées sur 4 ans. 2008-2009 et 2019-2020. Et donc là, on voit quand même, et c'est un argument, quand j'ai dit qu'il venait conforter un petit peu la position de la décroissance, que l'arrêt d'urgence des économies, de se dire, voilà, ce qu'on a vécu pendant le confinement et pendant la crise financière de 2008, on a vu le ralentissement des pressions sur l'environnement, ici des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on va dire que la logique derrière l'argument de la décroissance, c'est de se dire, bon, le confinement a été vécu à la façon d'une amputation, donc dans un chaos social et de manière régressive, avec bien sûr un choc frontal pour les plus vulnérables, donc pas ouf. Le but, ça serait de reproduire l'effet, donc ici la baisse rapide des émissions, mais en mode, pas amputation, mais en mode régime, de manière organisée, donc planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Donc là, vous voyez un petit peu le projet de transition de la décroissance, donc le frein d'urgence de l'économie, mais de manière anticipée et organisée. Une fois qu'on a admis que la croissance verte, en fait, aujourd'hui, ne va pas suffire, qu'il va donc falloir, à un moment donné, faire baisser les taux de production et de consommation, il faut se poser la question, oui, mais de combien et où, dans quel pays? Ça a toujours été les grandes discussions. Enfin, moi, j'en reçois 2 messages par jour sur Twitter, des gens qui disent « Ah, vous voulez faire décroître l'Inde, l'Afrique, je ne sais pas quoi, vous êtes un monstre ». Alors que la décroissance, historiquement, en fait, était une stratégie anti-impérialiste, donc qui se concentrait essentiellement sur les pays occidentaux et maintenant, plus généralement, sur les pays à haut revenu. Pourquoi? Là, c'est le concept qui a été développé par des chercheurs de mode de vie impérial qui se construit en fait sur ce qu'on appelle aujourd'hui les inégalités carbone. Donc, une réalisation que
le patrimoine écologique, si on parle d'inégalité carbone, l'accès à l'espace climatique global n'est pas équitablement partagé. Et donc que la responsabilité en fait est différenciée. Et là, je vous montre quelques chiffres qui ne vont pas vous étonner. J'imagine que vous avez l'habitude d'en voir. Ça, c'est des chiffres donc de partage du patrimoine global, où on peut voir qu'une minorité de la population possède une grande partie du patrimoine global. Ce qui est nouveau et qu'on peut ajouter à ces chiffres, en fait, c'est la corrélation entre la richesse et les revenus et les pressions sur l'environnement. Donc là, vous pouvez voir, est-ce que ça bouge? Ça bouge. Vous pouvez voir ici donc la population mondiale avec les 10% les plus riches qui représentent à peu près 50% des émissions totales et 3,5 milliards d'habitants, là, dans la moitié de la population mondiale la plus pauvre, qui a accès à moins de 10% de l'espace climatique total. Ça, vous pouvez regarder à droite en termes d'empreinte par an et par habitant pour voir l'équivalent. Mais la logique ici, c'est de se dire budget écologique limité, nombre de tonnes qu'on peut se permettre d'émettre pour ne pas réchauffer le climat au-dessus de X degrés. Donc, partage de ces tonnes dans le monde. Mais on est dans un pays quand même à plusieurs vitesses avec beaucoup de régions du monde qui sont encore dans la pauvreté, beaucoup de régions du monde qui aussi se retrouvent affectées par le changement climatique et donc vont devoir s'y adapter. Malheureusement, ce sont les mêmes régions du monde, donc ce sont dans les régions du monde les plus pauvres où on se retrouve avec les effets les plus exacerbés du changement climatique, et donc nécessité d'un certain partage. Et donc là, on revient en fait à la décroissance comme stratégie de justice globale, de se dire décroissance des pays du Nord pour permettre un développement soutenable dans les pays du Sud. Donc là, ici, donc décroissance pour cette partie de la population qui utilise la moitié du budget carbone global pour justement permettre à des pays qui aujourd'hui ont des empreintes par an par habitant inférieures à 1 tonne d'augmenter leur capacité à pouvoir émettre du carbone, juste pas pour se faire kiffer et émettre du carbone, juste pour pouvoir avoir la capacité de construire des hôpitaux, des routes, des infrastructures, d'électricité renouvelable, tout ce que vous voulez. Et là, on parle pas, là c'est du carbone parce que c'est les seules données qu'on a, mais la logique s'applique aussi à l'empreinte matérielle. Donc ça, c'était une analyse statique aujourd'hui, juste pour vous montrer que de manière dynamique, en fait, cette répartition du budget carbone global, en fait, elle existe depuis longtemps de cette manière, ce qui a créé, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui la dette climatique, mais une certaine responsabilité historique des pays qui ont émis pendant très longtemps. Donc, qui, de par ce privilège, en fait, ont accumulé une certaine dette envers ceux qui n'ont pas pu émettre pendant très longtemps. Et donc, la décroissance des pays qui ont pu s'industrialiser avec des marges de manœuvre climatiques énormes peut être aussi défendu comme un argument moral, une dette envers d'autres pays qui ne vont pas avoir cette chance. Là, c'est pour vous montrer aussi une des manières de penser cette divergence des situations. Donc, on utilise encore le donut de Kate-Raworth. On l'applique à différents pays. On voit des pays extrêmement obèses, les États-Unis, l'Australie. Là, il y a du rouge de partout. La transition écologique, la décroissance va être énorme. Des pays comme la France, le Danemark, où c'est moins prononcé, et d'autres pays, comme le Costa Rica, là, par exemple, qui sont déjà à peu près à l'état de la France dans les années 70, c'est-à-dire ils viennent juste à peu près d'arriver à leur plafond écologique. Donc, eux doivent juste stationnariser leur économie. Le but, c'est de rester un peu dans le vert. Et d'autres pays, comme le Pakistan, le Cameroun, qui, eux, sont bien en deçà de leur quota d'utilisation des ressources écologiques mondiales et donc vont pouvoir se permettre d'en utiliser plus, bien sûr, proportionnellement aux ressources qui vont être libérées par le dépassement écologique des pays du Nord. Cette stratification un petit peu des usages des ressources naturelles, on la retrouve même à l'échelle de l'Union européenne. Donc là, sur le graphe de droite, vous voyez que les 10% des plus riches européens, des ménages, émettent exactement la même quantité que les 10%, que les 50% pardon, des ménages les plus modestes. Donc même si on devait organiser la décroissance uniquement dans les pays de l'Union européenne, ça voudrait dire qu'il devrait y avoir un certain ciblage en termes de déciles.
Donc là, ça vous montre en fait que la problématique des inégalités ne sort jamais de cette question de quand on va parler de décroissance, qu'est-ce qu'on baisse et qui va devoir justement baisser sa consommation. On est toujours en connexion avec la problématique des inégalités. Là, des données, non pas sur les émissions carbone, mais sur la consommation d'énergie. En décile, hein, vous savez, c'est les études à la Piketty. Donc là, le 1 en bas, horizontalement, c'est le décile le plus pauvre, les 10% les plus pauvres de la population. Et en haut, les 10% les plus riches. Et donc là, vous voyez la consommation d'énergie en fonction des usages, avec de grandes divergences, là, notamment sur les transports et surtout sur l'accès à l'avion. Donc, les discussions qu'on a en ce moment sur l'accès à l'avion, c'est pas… Enfin, moi, je les trouve un petit peu trop simplistes quand on se dit oui, le droit à l'avion, c'est une liberté inaliénable et on ne peut pas imposer aux gens de ne pas prendre l'avion. En fait, il faut regarder aujourd'hui qui prend l'avion, notamment 90% des humains sur Terre ne sont jamais montés sur un avion déjà, mais même quand vous regardez un petit peu l'accès à l'avion dans un pays comme la Grande-Bretagne, vous avez une concentration des vols chez les plus riches. Donc là, quand on va changer, je ne sais pas, se dire, si on veut sortir des énergies fossiles, il va falloir réduire le nombre de vols en termes absolus qui sont pris en France ou en Grande-Bretagne. Et bien là, il va falloir avoir la logique de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait ça pour que ça prenne en compte les inégalités statiques, c'est-à-dire aujourd'hui, et aussi les inégalités historiques, c'est-à-dire l'accès à l'avion qui a été obtenu par des gens pendant plusieurs décennies, qui voudra dire que d'autres personnes n'auront plus accès à l'avion plus tard. Donc ça, c'est une manière en fait un petit peu de complexifier les discussions pour éviter de tomber dans des oppositions ultra clivantes. Ça, c'était un petit peu la deuxième étape pour défendre que, OK, on a vu que la croissance verte ne suffira pas, qu'il faudra faire quelque chose de plus. On a vu que cette décroissance, c'est quelque chose de plus. Elle va être ciblée en termes de régions, même à l'intérieur des pays. Ça va dépendre. Des pays, en fait, ont des pressions sur l'environnement différentes. Les stratégies en termes de retour à l'équilibre en empreinte hydrique en Suède ne vont pas être la même qu'en France, parce que vous pouvez imaginer voilà, qu'il y a des secteurs économiques différents, qu'il y a des liens avec l'économie globale différente. Donc, ça va demander en fait des stratégies qui vont être uniques dans chaque endroit où elles sont mises en place. Je veux profiter de la dernière partie pour parler un petit peu de cette dernière phrase que j'avais dans la définition de la décroissance, donc dans le souci du bien-être, et dans la définition de la post-croissance, afin de pouvoir prospérer sans croissance. Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on était très dans le pragmatique, avec l'argument moral des inégalités, avec l'argument de la soutenabilité biophysique. Mais moi, ce qui m'a le plus attiré dans la décroissance, et ce que je préfère aujourd'hui dans cette littérature, c'est l'utopie qu'il y a derrière. C'est-à-dire que derrière la décroissance, il y a certaines personnes qui disent qu'à travers ce grand régime macroéconomique et le changement en fait d'institutions économiques, les implications économiques en fait de ce grand régime mèneraient à l'élaboration d'une société qui serait plus efficace anthropologiquement, c'est-à-dire qui serait plus à même de satisfaire les besoins que l'économie de croissance d'aujourd'hui. Donc, alors, le premier argument, cet argument, il se fait en deux phases. Déjà, de montrer que baisser la production et la consommation ne va pas dégrader la qualité de vie, de 1. Et ensuite, de montrer justement qu'une organisation différente pourrait même améliorer la qualité de vie. Alors, le premier argument, c'est le paradoxe d'Esterlin, qui existe depuis les années 70, qui était né d'une étude en 1974 d'un économiste, Richard Esterlin, qui avait comparé le PIB par habitant avec des mesures du bonheur dans plusieurs pays. Et il s'était rendu compte qu'il y avait un couplage entre le PIB et le bonheur dans les pays les plus pauvres. Et à partir d'un certain PIB par habitant, d'un seuil, on avait un plateau. Ces études, elles ont été refaites plein de fois avec maintenant d'autres indicateurs de qualité de vie plus objectifs, mais pour essayer, selon l'idée que, donc, au bout d'un moment, on peut continuer d'augmenter le PIB par habitant, ça ne fait pas forcément augmenter la qualité de vie. Une autre manière de montrer ça, c'est, vous savez, le happiness, cet indicateur de bonheur, avec ce rapport qui est publié tous les ans où ils essayent de faire une liste des pays les plus heureux au monde, avec des indicateurs de qualité de vie objectifs et subjectifs. Et là, quand on regarde le top 23, on se rend compte qu'on a une divergence de PIB par habitant. Donc, on a par exemple le Costa Rica qui se retrouve en 16e position, avant la France en 21e position, avec un tiers du PIB par habitant français. Donc là,
on se rend compte que théoriquement, au moins, on pourrait se permettre de baisser le PIB par habitant sans forcément venir dégrader la qualité de vie. Alors, une autre manière de voir ça de manière plus précise, c'est ce graphe où l'on voit sur l'axe vertical une mesure des performances sociales. Donc, les performances sociales dans cette étude, c'est les 11 indicateurs de qualité de vie à l'intérieur du donut de Kate-Raworth. Espérance de vie, qualité de la démocratie, le taux de un indicateur de bonheur subjectif, revenu disponible, emploi. Donc ça, le plus vous êtes vers le haut, le plus relativement aux autres pays, vous avez atteint une qualité de vie élevée. Un point par pays, les points en taille en proportion de leur population. L'axe horizontal pour mesurer le dépassement écologique. Donc, le plus vous êtes vers la droite, le plus vous avez dépassé vos limites planétaires. Donc, les États-Unis sont super vers la droite parce qu'ils ont éclaté complètement leur seuil de limite planétaire, alors que la France est un peu plus vers la gauche. On ne les voit pas très bien, mais il y a des trajectoires, des petites queues derrière les points qui représentent en fait la trajectoire du pays de 92 à 2015, de voir un petit peu comment ça évolue. Et en fait, quand on regarde ce graphe où il y a un objectif ultime qui est assez clair, la ligne du 0,0. La ligne du 0,0, c'est vous restez à 0 horizontalement, ce qui veut dire que vous n'avez dépassé aucune limite planétaire. Et vous êtes tout en haut, vous êtes à 0 sur l'axe vertical, c'est-à-dire que vous avez les performances, la qualité de vie la plus élevée relativement à tous les autres pays. Donc, ce qui nous intéresse, en fait, c'est les pays qui sont proches de ça. Et donc, on se rend compte, là, si on ne regarde que les pays qui sont, je ne sais pas, vers le haut, là, dans les violets, qu'on a déjà une divergence de position. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont une qualité de vie similaire, ici notamment la Corée du Sud, l'Allemagne, la Suède, la Norvège, le Canada, l'Australie, mais avec des empreintes écologiques complètement différentes. Alors, là, on retombe un petit peu sur cette hypothèse de satisfaction des besoins. C'est parce que bon, il y a des besoins viennent se satisfaire de différentes manières. Un modèle de mobilité américain est beaucoup plus intense en carbone et en empreinte matérielle que le modèle de mobilité danois ou hollandais, où il y a beaucoup plus de mobilité active. Mais quand on réfléchit en termes de besoins, on se dit, OK, pour un besoin de mobilité, aller de A à B, on peut avoir des moyens de satisfaction plus ou moins intenses en énergie, en matière, en pression sur l'environnement. Et donc, si l'on venait importer le modèle de mobilité danois aux États-Unis, on pourrait voir une diminution de l'empreinte écologique américaine, aussi une diminution du PIB américain, parce qu'on ferait des vélos au lieu de voitures, et les marges sur les vélos ne sont pas aussi élevées que les marges sur les voitures, mais c'est une autre question, sans baisse de la qualité de vie. De la même manière, si on importait le modèle de santé français aux États-Unis, eh ben les États-Unis perdraient en croissance, mais augmenteraient leur espérance de vie. Donc là, en fait, l'hypothèse derrière, c'est de se dire des changements d'organisation économique, c'est-à-dire parfois d'accès aux besoins, des changements de formation des prix, des changements de distribution des revenus, peuvent permettre d'accommoder un changement de quantité totale de production et de consommation sans forcément faire baisser la qualité de vie. Et aussi, la qualité de vie, c'est des indicateurs agrégés. Donc, c'est-à-dire que si en France, par exemple, vous interdisez les jets privés, ça ne fait pas baisser l'espérance de vie. Enfin, simplement, il y a des gens qui vont être très énervés, vont peut-être faire une syncope, 2-3 personnes, mais ça ne va pas vraiment avoir un impact. Par contre, si vous augmentez le prix de l'essence ou les prix de l'énergie, et donc vous allez avoir des situations de sobriété énergétique, là, vu que ça va affecter les ménages qui sont aussi dans des situations de santé plus vulnérables, vous pouvez voir une dégradation importante de certains indicateurs de santé qui vont affecter l'espérance de vie. Donc, c'est pour vous montrer aussi que la problématique des inégalités du bien-être, elle est aussi liée, parce que des personnes ont des capacités d'adaptation différentes. Et donc, quand vous choisissez dans une logique de décroissance un truc à moins consommer, à moins produire, il faut toujours se poser la question, qui va se retrouver dans la position où elle ne va plus avoir accès à ce produit? Et donc, quelle va être la conséquence de cette décroissance sur le bien-être de ce ménage? Donc, alors, un autre exemple très frais de ce matin, vraiment croisé à la gare, où les gens devaient me trouver bizarre. La publicité, la décroissance est née comme concept d'une critique de la publicité. La publicité, moi, en tant que macroéconomiste, j'ai toujours trouvé ça, j'ai toujours regardé ça avec un certain dédain comme une activité complètement inutile, parce que bon, la
publicité incite à la consommation. On a des études macroéconomiques, dont celle-ci, hein, qui indiquent que quand vous faites des dépenses publicitaires, vous ne les faites pas juste pour informer les consommateurs de manière purement bénévole parce que vous êtes sympa. Ça va créer certains surcroîts de consommation. Des gens qui n'auraient pas, je ne sais pas, acheté un certain SUV se retrouvent à acheter un SUV et pas une voiture normale parce qu'ils ont été confrontés à beaucoup de publicité. Et donc là, en fait, on a… Mais si on se posait la question de l'option d'une suppression totale de la publicité en France, en fait, on perdrait, la publicité, c'est 1 ou 2 points, juste les dépenses publicitaires, on ajoute aussi les salaires des gens qui travaillent dans la publicité, on travaille 2 points du PIB. Plus après, il faut regarder aussi donc l'incitation de la consommation. Donc là, les 5,3% d'augmentation de la consommation qui sont liées à la pub. Donc les personnes qui ont dû travailler plus longtemps pour obtenir le pouvoir d'achat, pour se payer ce truc qu'ils n'ont pas pu se payer. Et aussi tout ce qui est lié à l'installation, l'utilisation de l'énergie, des publicités, ces choses comme ça. En fait, si on le faisait disparaître, je ne pense pas qu'on ferait baisser la qualité de vie. Il y aurait des problématiques à court terme sur, par exemple, l'emploi, mais dans la logique de la décroissance, où c'est un retour à l'anthropologie économique, de se dire, en fait, la suppression de la publicité en France viendrait libérer des ressources humaines et naturelles, donc le temps de cerveau disponible de tous ces gens extrêmement intelligents qui gâchent leurs neurones pour essayer de forcer leurs concitoyens à acheter des 4x4, par exemple, et viendrait bien sûr libérer des ressources naturelles. Donc là, c'est de se dire, cette logique d'identification de ce que Herman Daly appelait les biens et services anti-économiques, c'est-à-dire des biens et services qui génèrent plus de coûts que de bénéfices, si on venait les cibler et donc avoir cette décroissance qui serait donc qui viendrait cibler les biens anti-économiques, les bullshit jobs, les trucs comme ça, on aurait aussi une certaine marge de manœuvre de ralentissement économique qui pourrait justement augmenter la qualité de vie parce que les publicités, par exemple, ce que certains appellent le matraquage publicitaire, affecte le bien-être des personnes, crée un certain mal-être, par exemple. Et donc, la disparition de la publicité pourrait, selon cette hypothèse, peut-être augmenter la qualité de vie. Les autres exemples, c'est plus classique. Par exemple, si on arrive à sortir de la mobilité automobile et avoir plus de mobilité active, c'est le co-bénéfice de à la fois baisser votre empreinte carbone et augmenter votre santé parce que vous faites du vélo. Pareil pour l'alimentation, vous vous débarrassez de la viande et surtout de la viande rouge et vous passez à une alimentation moins carnée, vous faites baisser votre empreinte carbone, vous améliorez vos indicateurs de santé. Donc, un autre exemple en fait, de ces espèces de stratégies de co-bénéfice. Je ne vais pas commenter ce livre qui a, je pense, changé ma vie le jour où je l'ai découvert, mais c'est pour encore un autre exemple de projets en fait, aujourd'hui qui sont très riches en valeur ajoutée au sens de la comptabilité nationale. C'est-à-dire que vous avez des marges importantes, mais quand vous les analysez avec des empreintes bien-être, donc c'est-à-dire anthropologiquement d'aller regarder les besoins selon les besoins qui vont être satisfaits par la création de ce bien et service, avec une logique dynamique de se dire, en fait, on a besoin de parking parce qu'on a des voitures, mais si on avait un mode de mobilité avec des transports en commun, des pistes cyclables et une mobilité active, on n'aurait pas besoin de parking. De la même manière, si on avait moins, je ne sais pas, de fast-food, de trucs comme ça, on aurait moins besoin de médecins qui travaillent sur l'obésité et de médicaments qui traitent les problèmes liés à l'obésité, qui est liée, enfin 7 au moins, qui est liée à la consommation de fast-food. Vous voyez, c'est la logique de la prévention. Moi, j'essaie de comparer ça un petit peu avec la logique de la santé. La décroissance, c'est un petit peu l'application de cette logique de prévention, de se dire, OK, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait se permettre de réduire qui ensuite viendraient limiter certaines dépenses défensives, comme on dit en économie, et donc on aurait un ralentissement de l'agitation économique, mais qui ne serait pas forcément une perte. Du genre, on émettrait moins de gaz à effet de serre, donc on limiterait le réchauffement climatique, donc il y aurait moins de feux de forêt, donc il y aurait moins d'agitation dans, je ne sais pas, les pompiers qui doivent aller éteindre le feu. Donc, il y aurait un ralentissement de la croissance, mais ça ne serait pas forcément une mauvaise chose parce qu'on libérerait du temps disponible pour ces pompiers qui, au lieu d'aller éteindre le feu, pourront faire quelque chose d'autre. Et surtout, on préserverait un patrimoine écologique. J'ai d'autres exemples, mais là, je viens d'arriver à la 59e minute.
Et je pense que je vais arrêter ici, comme ça, au moins on aura des questions, vu qu'on est beaucoup dans la salle. Donc, je ne sais pas comment on s'organise, si on va vous lancer des micros. Mais toutes les questions sont les bienvenues, donc n'hésitez pas. Bonsoir. J'ai une petite question d'ordre plus technique. Qu'est-ce qu'on répond au petit Pouyanné qui nous explique qu'il faut construire un oléoduc gazoduc en Ouganda ou aux entreprises allemandes type RWE qui euh, étendent leurs mines sous prétexte que c'est nécessaire ou que sinon d'autres le feront? Bah, moi, dans ma thèse, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de se débarrasser complètement de la logique de la lucrativité. En pratique, à travers l'imposition à la totalité de l'économie des règles, par exemple, de l'économie sociale et solidaire. Donc, un terme, par exemple, et à commencer d'ailleurs par les entreprises énergétiques, de dire, les gars, on va vous nationaliser pendant cette période de transition et où vous allez donc, vous ne pourrez plus distribuer des dividendes, ni même des dividendes, mais vous ne pourrez même pas approprier la plus-value des actions de cette entreprise. C'est-à-dire qu'aucun euro ne pourra sortir de ces entreprises privées pour être distribué vers l'extérieur du secteur de l'énergie. Déjà, si on faisait ça, ça viendrait couper l'expansion de la création de ces nouveaux projets qui, selon beaucoup, et moi je suis d'accord avec eux, ne correspond pas à un besoin concret. Le besoin concret aujourd'hui, c'est justement de laisser ces ressources sous le sol, mais sont entrepris à cause de leur lucrativité. Donc pour moi, il faut aller taper sur la lucrativité pour la rendre justement illégale. C'est la même manière de dire, voilà, ça devrait être illégal dans un souci de maintien, de lutte contre le changement climatique, d'aller forer, d'aller ouvrir une nouvelle mine ou, je ne sais pas, de construire un aéroport ou d'ouvrir une nouvelle ligne nationale. C'est une autre manière indirecte de se dire que nous allons, au sein de ces entreprises qui, aujourd'hui, dérivent la plus grande partie de leur chiffre d'affaires de ces projets fossiles, faire en sorte que ces entreprises deviennent, pendant une période de transition, en fait, des entreprises de service public. Ça serait ça aujourd'hui, l'énergie. Après, ça, c'est facile à dire, pas facile à faire. Donc, que leur dire à eux, je ne sais pas, je pense que avec les informations qu'ils ont, et vu que c'était historiquement les premiers à avoir des informations précises sur le changement climatique, il n'y a pas de vraiment discussion rationnelle qu'on peut avoir. Là, vous voyez ce qui est en train de se passer en Allemagne. Donc là, il va falloir qu'il y ait des blocages, il va falloir qu'il y ait des phénomènes de grève, et il va falloir qu'il y ait une véritable planification écologique qui ne soit pas juste une planification par les recommandations volontaristes et les discussions intersectorielles. Non, une planification vraiment dirigiste de se dire que certains secteurs de l'économie aujourd'hui n'ont pas pris les décisions qu'elles auraient dû prendre dans l'objectif de maintenir l'habitabilité de la Terre, donc dans un objectif de bien-être commun, et donc qu'il va falloir que les forces publiques, et donc que la démocratie en général, prennent ces décisions pour eux. Et donc, sans changer la matrice de la lucrativité, je pense que ces décisions ne seront jamais prises de toute manière. Donc là, c'est deux manières, je pense, qui vont se connecter d'approcher le même problème. Merci pour cette conférence très intéressante. Et d'un point de vue un peu pratique, admettons que la France réalise sa transition écologique et espérons que l'Europe nous suive. J'imagine qu'il y a des pays comme la Chine ou les États-Unis qui, comme ils sont dans une lutte de pouvoir, continueraient sur la croissance et qui réclameraient que nos marchés soient toujours ouverts pour pouvoir exporter leurs produits. Et du coup, au niveau de la géopolitique, comment on se situe en tant que pays écologique? C'est un peu tricky comme question, mais je pense que ça vaut le coup d'y réfléchir. C'est une question ultra compliquée. Moi, personnellement, j'ai eu le luxe pendant ma thèse de me cantiner à la France, donc
de m'arrêter aux frontières. Là, il y a certains collègues qui commencent des projets de thèse et des articles sur la question. Moi, la véritable réponse, c'est qu'on ne sait pas. C'est ultra compliqué. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui de toute manière, c'est l'augmentation de la fréquence des crises écologiques et sociales qui lui sont liées et, on va dire, les risques géopolitiques que ça vient créer. Donc, je pense qu'à terme, on a tous intérêt à coopérer autour de la résolution de ces crises écologiques. Et je pense aussi qu'un pays comme la France ou un pays tout court, mais on a aussi une jolie corrélation où les pays, donc d'un point de vue anti-impérialiste, enfin les pays qui, de par leur position dans l'économie globale, ont réussi à avoir un mode de vie impérial, donc à faire augmenter leur usage des ressources naturelles. Donc des pays qui vont être amenés à décroître sont aussi les pays les plus puissants au monde. Donc là, ça crée, oui, alors c'est très difficile, mais ça crée aussi, enfin, il n'y a pas le risque de, on va organiser une décroissance de ce pays, ensuite vous allez vous faire envahir par un autre pays, d'une certaine manière, parce que les pays qui sont les plus à même d'envahir aujourd'hui d'autres pays sont les pays qui vont devoir sacrifier une partie de leur puissance d'une certaine manière. Après, la deuxième partie de la réponse, c'est on a vite fait de désespérer, je pense, sur cette question géopolitique qui n'est pas propre à la décroissance. Hein. C'est aussi la question du dilemme du prisonnier qu'on a souvent sur l'organisation des COP et des choses comme ça, qui va le faire en premier, qui n'est pas même propre à la lutte écologique, hein, qui était la même sur les dynamiques de progrès social. Mais il y a énormément en fait, de choses qui se font de manière locale. Et l'économie française fonctionne majoritairement aussi à l'intérieur du territoire français. Donc, et l'économie française a déjà commencé à se transformer d'une certaine manière. Par exemple, si aujourd'hui on disait toute l'économie française allait maintenant suivre les règles de l'économie sociale et solidaire, ce serait quand même assez facile. Hein. On a les lois qui sont en place, il y a plein d'entreprises qui le font déjà, c'est 10% du PIB, hein, c'est 14% de l'emploi, c'est déjà assez gros. Pour moi, si on le faisait, déjà on entrerait dans une phase de transition de décroissance et je ne pense pas que ça changerait quoi que ce soit. Enfin, j'arrive pas à imaginer qu'il y ait des répercussions vraiment directes à court terme en termes de géopolitique, de quelqu'un qui appelle Emmanuel Macron et qui lui fasse Manu, j'ai vu ton truc de l'économie sociale et solidaire, tu te fous bien de ma gueule, on avait dit le capitalisme. Donc en gros, il va falloir faire des études et il va falloir faire des études aussi basées sur la gestion de la pénurie aujourd'hui, parce que c'est exactement ça. Les dynamiques qu'on a vues où en fait, il y a pour une raison ou une autre, l'économie française qui va être forcée de produire et moins d'un truc, et ben là, ça va être les mêmes impacts, mais avec des raisons différentes. Je me retrouve toujours coincé moi, sur cette question de la géopolitique, mais je ne sais pas. Hein, s'il y a moi, ça fait quand même pas mal souvent que cette question elle existe depuis le début des années 2000. Hein. Donc, et je lis vraiment tout ce qu'il y a sur le sujet qui sort. Et jamais personne n'a eu de eureka, d'arriver à connecter le truc, mais même sur cette question de la géopolitique climatique en général. Hein. Donc, je pense que c'est vraiment l'archétype d'une question peut-être même impossible à répondre, mais qui est toujours un petit peu dans le background de l'organisation politique internationale, nationale, régionale, municipale de chaque politique de décroissance. On va prendre une autre question pour éviter les longs monologues. Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence. J'ai une question qui se rapporte un petit peu à votre définition de la décroissance. Donc l'aspect démocratique, il est souhaitable dans l'aspect justice sociale, mais il est compliqué à mettre en place dans l'aspect planification. On l'a vu, vous avez utilisé des mots comme blocage, grève ou nationalisation, qui sont très souvent des mots qui sont associés à des démocraties qui vont pas très bien fonctionner ou avec des États qui vont être trop forts. Et comment on fait pour allier démocratie et décroissance, plus précisément dans la planification. Même le terme planification, il est quand même assez associé au communisme. Et est-ce que aussi, donc ça c'était une question de Théo à côté de moi, comment on fait pour éviter d'utiliser un peu les gros mots associés à la décroissance, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure,
et qui sont associées à des périodes de l'histoire qui sont moins marrantes? Ouais, c'est une bonne question. Et bon, planification revient un petit peu en popularité parce que c'est un concept qui est utilisé par France Stratégie et par le gouvernement là, sur la transition écologique. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu Union soviétique. Dans la généalogie de la décroissance, ça s'associe beaucoup à, pour ceux qui connaissent Murray Bookchin, le modèle du municipalisme libertaire, donc une espèce de démocratie participative à l'échelle locale, avec un remonté des prises de décision en délibération et ensuite en représentation. Donc, en fait, de se dire, une économie comme la France, avec une démocratie représentative qui fonctionne comme elle fonctionne, devrait être enrichie sur les bas niveaux. Donc, par exemple, avec la Convention citoyenne pour le climat, hein, c'est un bon exemple, mais aussi avec les budgets participatifs dans les villes, avec des concertations pour justement faire remonter des listes de priorités. De se dire, là, vous avez un budget participatif, je ne sais pas, dans une ville, et on va vous dire, bon, bah, ça, c'est les émissions de la ville, ça, c'est notre plan climat, on doit baisser de là l'année prochaine, ça, c'est l'émission de chaque secteur, tous les postes de la ville. Voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Comment c'est? Est-ce qu'on garde la piscine? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on décide vraiment de changer ça? Les mêmes décisions que vous allez faire à l'échelle d'un quartier, d'une coopérative d'usagers, d'un ménage. Mais on voit que ces décisions, en fait, elles peuvent se faire si on a des forums démocratiques pour les organiser. Sinon, ça se fait un petit peu à l'arrache. Donc là, l'idée, je pense, pour avoir une planification qui se fasse sans les faiblesses du top-down, c'est d'avoir plusieurs étages. Moi, l'un des étages qui m'intéresse beaucoup, c'est les coopératives. Donc, de se dire, la planification, aujourd'hui, elle se passe aussi dans une entreprise. Une entreprise bateau, n'importe laquelle, privée, qui va choisir quoi produire et comment le produire. Cette entreprise, elle va planifier sa production, mais elle va le faire sous contrainte financière et souvent avec un objectif de lucrativité. Alors, de se dire, aujourd'hui, là, on va faire de la planification, c'est la même chose. Hein, les entreprises vont continuer à produire des trucs, elles vont choisir quoi produire et comment le produire, mais avec des nouvelles contraintes. Là, je disais les lois de l'économie sociale et solidaire, mais par exemple, une contrainte écologique. De se dire, bah voilà, si vous êtes une entreprise et vous avez une limite carbone, l'année prochaine, vous ne pouvez pas construire ces 8 projets. Ça vous ferait dépasser votre remorque carbone. Vous pouvez en faire, je ne sais pas, 5. Et donc, vous allez devoir choisir lesquels. Et donc, ce choix, donc les projets qui ne vont pas être construits, c'est ça, en fait, la décroissance, qui peut, on l'imagine, être complètement décentralisée, où si toutes les entreprises étaient des coopératives, si toutes les entreprises et les unités de production, les administrations publiques, les villes, avaient une comptabilité nationale sous contrainte écologique et prenaient ces décisions, l'hypothèse, c'est qu'on observerait, donc si toutes ces unités de production prenaient la transition écologique sérieusement, en fait, la décroissance serait en fait une conséquence. Chacun se dirait, on ne va pas faire la décroissance. Chacun se dirait, bah, on doit respecter notre budget écologique. Et vu que là, on est en dépassement pendant plusieurs années, on va devoir choisir. Et de ce choix émergerait la décroissance. Bonsoir et merci d'être venu. Alors, j'avais une question. Parce que moi, en faisant des expériences dans le monde du travail, j'ai eu beaucoup de désillusions par rapport à mon impact pour faire changer les choses, même au sein du ministère de la Transition écologique, qui pourrait paraître en apparence l'endroit idéal pour la transition écologique, mais en fait, pas vraiment. Et du coup, j'avais une question pour les gens qui aimeraient faire changer les choses et faire appliquer le modèle de décroissance en France et idéalement partout. Si vous aviez des conseils ou idées, parce que on est jeune, on va arriver sur le marché du travail. C'est vrai que moi, par exemple, et je pense que ça concerne d'autres personnes, j'ai envie que ça change et qu'on arrive à ce modèle-là, qui est très loin du modèle dans lequel on est aujourd'hui. Mais c'est vrai que en fait, je suis un peu désespérée de trouver où est-ce que je pourrais vraiment avoir un impact et faire changer les choses pour de vrai, pour de bon, parce que c'est urgent d'agir, quoi. Alors là, je ne sais pas si j'ai une réponse toute faite à ça. En plus, moi, j'ai une expérience qui est uniquement universitaire, vu que j'ai toujours été à l'université. Mais là, depuis la sortie du livre, je me fais inviter quand même par beaucoup d'entreprises. Je suis allé voir pas mal de partis du gouvernement, pas mal de villes, pas mal de groupes de hauts fonctionnaires. Et je me rends compte quand même qu'il y a une grande, je ne saurais pas comment l'appeler, pas une incertitude, mais il y a une grosse perte de repères. En fait, moi, avant, j'avais l'impression, quand j'étudiais l'économie, que l'économie, elle était pilotée avec des règles ultra précises, que voilà, les gens, ils savaient ce qu'ils faisaient. En fait, là, on arrive vraiment dans une zone où personne ne sait
on est en pilotage dans le noir. Et notre faiblesse, enfin nous, quand on arrive dans l'économie, moi j'ai vu ça, c'est qu'on nous dit non, mais on va vous socialiser sur comment comprendre comment le système fonctionne. Alors que nous, en fait, c'est le contraire. On ne veut pas se faire socialiser dans cette compétence qu'a développé le système de détruire le vivant. Et donc, on veut justement garder en fait notre créativité pour avoir cette opportunité en arrivant dans un système, que ce soit une entreprise, un truc comme ça, d'essayer un truc nouveau. Donc, ça, c'est très conflictuel quand on arrive quelque part parce qu'il y a des gens en place qui font leur truc depuis des décennies, qui vont se dire c'est quoi ces jeunes qui arrivent et qui pensent qu'ils connaissent tout mieux que tout le monde. Et c'est toujours des conflits. Et moi, là, je me retrouve avec des vieux chefs d'entreprise dans des grosses boîtes françaises qui ne veulent pas du tout en entendre parler parce qu'ils disent, voilà, vous n'y connaissez rien, vous allez voir un petit peu la réalité. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans le métier, autant vous dire que l'immobilier, je connais. Et donc là, il faut inverser en fait les compétences. Rhétoriquement, c'est un truc qui marche bien. Je fais, c'est très bien, vous avez développé une expertise pendant 30 ans sur la destruction du vivant. Donc le jour où on a besoin de ça, on veut dézinguer une planète, on vous appelle, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, ce que vous n'avez pas développé, c'est la capacité de réduire les pressions sur l'environnement. Tout ce que vous avez essayé, ça n'a pas marché. Ça, c'est un fait. Donc, c'est là. Donc, soit maintenant, vous avez une petite option sous le tapis dont vous ne nous avez pas parlé, qui est absolument géniale. Ils n'en ont pas. Et bien donc, on va essayer d'autres trucs. Donc, je pense aujourd'hui, on devrait avoir un petit peu ce mode, la foire aux idées est ouverte. Et donc, nous, et vous, en tant que jeune génération, on devrait aller dans des endroits où il y a des marges de manœuvre, favoriser des endroits où on nous donne ces marges de manœuvre et ne pas hésiter aussi à créer ces marges de manœuvre. Parce que, et là, c'est le deuxième point, il y a un manque de confiance en soi sur le système aujourd'hui, même dans ces personnels dirigeants. Moi, je me rends compte des gens qui sont les personnes les plus puissantes en France, les PDG des plus grandes multinationales françaises, les hauts fonctionnaires vraiment qui travaillent au sein des ministères, des régions, vraiment des personnes qui sont censées être les cracks des cracks des cracks. Et même eux, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire. Moi, ça me terrifie à chaque fois quand ils m'invitent et ils me posent la question. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, non, mais de quoi, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais ne me posez pas cette question. Moi, justement, j'étais venu pour regarder ce que… Et vraiment, on a besoin d'idées fraîches et on n'arrive pas à les avoir. Donc, cultivez votre créativité et ça fait un petit peu de développement personnel, mais n'ayez pas peur de défendre des positions qui sont des solutions qui sont radicalement différentes de ce qui est en place aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin du radicalement différent. Allô? Ah oui. Du coup, merci encore une nouvelle fois pour la conférence. Ma question, c'était de savoir où en étaient les débats dans la modélisation prospective macroéconomique. Et je me demandais en fait à quel point on pouvait… Enfin, du coup, comment on modélise aujourd'hui la décroissance? Est-ce qu'on reste dans des modèles macro standards? Et du coup, pour le politique, ça sera toujours décevant. Est-ce qu'on peut créer et penser des modèles qui peuvent modéliser des systèmes économiques différents? Moi, j'ai l'impression aujourd'hui qu'en macroéconomie et dans la modélisation, on a du mal en fait à penser autrement. Et là, certes, se développent un peu des scénarios de sobriété, mais par exemple l'ADEME qui dit scénario de sobriété, mais finalement, c'est possible d'avoir de la croissance. Et donc voilà, je me demandais où en étaient les débats? Est-ce que vous connaissez, je sais pas, des chercheurs qui travaillent là-dessus? Voilà, c'est quoi l'avenir de la modélisation prospective? Il n'y a pas eu grand-chose sur le sujet. En France, François Briens, qui a été le premier, à ma connaissance, à développer vraiment un modèle pour explorer un scénario macroéconomique de décroissance en France. Il y a Antoine Montserrand qui vient de terminer sa thèse, là justement, plus précisément pour modéliser décroissance et financement des retraites. Sûrement la thèse la plus sexy du monde cette année. Après, il y a des collègues aussi qui ont fait des modèles, des scénarios, mais qui restent dans une perspective assez pauvre. Tim Jackson, par exemple, Peter Victor, qui est le père fondateur de la macroéconomie écologique, qui en 2007 a créé le premier modèle de macroéconomie écologique. Et donc, avec Tim Jackson, depuis 2015, a continué à faire des simulations. Il y en a même eu une à un moment, enfin, c'est principalement sur le Canada, mais il y en a une avec des collègues qui ont repris sur la France. Mais les modèles, en fait, ils sont ultra décevants parce que les deux points de la décroissance qui font vraiment sa richesse, déjà, c'est le non monétaire. Le non monétaire,
je ne sais pas, le bénévolat, les services socio-systémiques, les réseaux de réciprocité, toute cette chose autour du terme de convivialisme qu'on a du mal à représenter avec les outils de la macroéconomie quantifiée. Et donc, il y a ça, c'est d'autres outils aussi qui sont très difficiles à représenter. Par exemple, les objets semi-monétaires, genre les monnaies locales, ça aussi un instrument incontournable pour la transition écologique, mais qu'on n'arrive pas encore, enfin, du moins moi j'ai rien vu, qu'un modèle macroéconomique qui nous permet de jouer un petit peu avec une diversité monétaire au sein d'un pays comme la France. Et la troisième limite, c'est certaines hypothèses. Donc, l'ADEME, dans son scénario génération frugale, où il y a quand même des trucs stylés en termes de transformation concrète, les Français arrêtent de manger de la viande, on arrête de prendre l'avion, moins de voitures, plus de rénovation, moins de construction. Les choses, on est d'accord sur le concret, mais les hypothèses macroéconomiques vont faire que, oui, on a quand même une augmentation de la croissance. Et ça, en fait, ça ne prend pas en compte l'aspect clé de la décroissance qui va être en fait la démarchandisation d'une partie de l'économie. Donc, de se dire, par exemple, la génération frugale, OK, mais est-ce que ça prend en compte le fait qu'on se débarrasse de la lucrativité, que toutes les entreprises privées en France devraient être des entreprises à lucrativité limitée? Quel serait cet effet, par exemple, sur le PIB? Ça, personne ne l'a jamais calculé parce que c'est un scénario un petit peu loufoque. Donc, moi, aujourd'hui, il y a des étudiants qui se mettent à faire ça. Peut-être que d'ici quelques années, on aura des trucs plus intéressants. Mais moi, après avoir discuté avec Peter Victor et Tim Jackson, qui donc sont vraiment à la tête des modèles post-keynésiens, enfin des trucs les plus poussés qu'on peut faire pour développer ce genre de scénario, franchement, ça ne capture pas l'imagination. C'est-à-dire qu'entre économistes, ouais, ça peut nous informer, mais ça ne nous projette pas dans un futur en se disant « Ah bah tiens, ça nous donne un sens de la possibilité ». Donc, ça éclaire un petit peu, mais pas complètement. Donc, moi, au début, ma thèse, c'était censé être une exploration purement quantitative. Et quand j'ai réalisé, en fait, l'état de la littérature sur le sujet, je me suis dit, je ne vais pas passer 4 ans à faire juste un autre modèle qui va servir à rien. Alors qu'aujourd'hui, les outils de l'économie politique en général, c'est-à-dire, par exemple, juste l'élaboration des scénarios avant même qu'on cherche à les modéliser, de se dire, ça, c'est quelque chose de très intéressant, où il y a beaucoup d'études sectorielles, donc micro, des choses comme ça, qui vont peut-être être plus faciles à faire. Donc là, par exemple, ce qu'a fait Antoine Montserrat sur les retraites et les services publics de manière plus ciblée, avant d'avoir un modèle usine à gaz global qui nous permette de tout représenter, même s'il y a des gens qui travaillent dessus. Mais ah ouais, c'est normal. OK. Bon, bah, transition à une autre question. Alors, dans une ambiance pénombrée, un peu cosy. J'ai presque envie de m'installer au piano, d'allumer une petite bougie. Ouais, c'est moi. Ah. Merci pour ta présentation. Je vais rebondir sur quelqu'un parlait tout à l'heure des termes à utiliser par rapport à la planification et aux imaginaires auxquels ça renvoyait, notamment à l'économie soviétique et des périodes pas forcément très sympas. Et j'ai eu l'impression dans ta réponse que tu dissociais pas décroissance et planification. Pourtant, je ne suis pas sûr que économie de marché soit incompatible avec la décroissance. Et j'allais te poser une autre question d'abord, mais qui rejoint. Au début, tu as critiqué de façon, je pense, assez rapide l'économie néoclassique. Mais je pense qu'on peut distinguer la macroéconomie et la théorie microéconomique, et notamment le fait que beaucoup de travaux en microéconomie, notamment sur les défaillances de marché, expliquent pourquoi on a des problèmes environnementaux aujourd'hui et proposent des solutions. Et je pense que tu en as parlé quand tu as parlé de taxes carbone, de marché carbone et de tout un tas d'instruments qui peuvent être mis en place et que la théorie microéconomique, je pense, aide à concevoir. Donc, je voulais savoir si tu pouvais un peu éclaircir ton propos sur est-ce que tu vois une décroissance complètement associée à une planification de l'économie? C'est bon, ça marche. Ou est-ce que finalement, tu penses que une économie de marché dans laquelle on a conscience qu'il y a des défaillances, où on essaye de les réguler, ça fonctionne? Alors,
Non, moi, là, ici, je renoue vraiment avec, et c'est le concept en vogue en ce moment, donc l'écosocialisme, hein, qui est en fait juste le socialisme avec donc moins le productivisme, et donc sur l'incompatibilité fondamentale entre la décroissance et l'économie de marché. Pourquoi? Parce que la décroissance, c'est une critique de la marchandisation. Et donc, en fait, un marché ne peut fonctionner qu'avec des marchandises. Et à partir du moment où vous transformez quelque chose en marchandise, c'est ce que je détaille dans le chapitre 3 du livre, en fait, vous venez altérer, parfois de manière irréversible, cette chose, avec des bienfaits et des inconvénients. Le marché, donc, demande une propriété privée pour pouvoir échanger la marchandise, demande aussi une logique monétaire, donc il faut mettre un prix sur quelque chose. Le problème, qu'on ne peut pas mettre un prix sur tout. Par exemple, la biodiversité, bon, mettre un prix sur le carbone, ça c'est assez facile, c'est homogène, il y a des équivalents carbone, commence à y avoir de plus en plus de systèmes de prix ici et là, on arrive à le mesurer. Donc ça, pourquoi pas? Et encore, moi je ne comprends pas qu'on ne parle pas plus de logique de quota carbone, donc avec un prix sur le carbone qui serait sur des marchés secondaires de revente de quotas, et qu'on reste obnubilé par une taxe carbone. Donc là, on voit quand même que la microéconomie, donc l'économie de l'environnement qui s'est posée sur ces choses-là, n'a pas exploré vraiment l'éventail de tous les instruments disponibles, mais se concentre un petit peu sur les outils purement donc de marché qui viennent agir sur les prix. Et donc aujourd'hui, cette logique, pour moi, c'est une partie du bagage. Hein. Pourquoi pas, on la garde, mais en vue des résultats de son application, avec, je ne sais pas, la taxe carbone suédoise, hein, qui est quand même assez attirante, hein, qui est là depuis les années 90, qui est très élevée, qui n'a pas réussi à décarboner la Suède, et pourtant la Suède était quand même dans une position assez facile à décarboner, qui n'a pas réussi à nous donner vraiment les taux de découplage absolu qu'on aurait voulu voir. Donc si ça n'a pas marché pour la Suède, ça ne va pas marcher. Enfin, pourquoi est-ce qu'on espère que ça marche en France avec notre misérable petite taxe carbone? Donc là aussi, moi, je suis pour une augmentation un petit peu de la taille de la boîte à outils. De se dire il faut plus de boîtes à outils et ne pas se laisser enfermer dans des logiques de marché parce que justement la décroissance, si on l'admet comme une forme de socialisme, va avoir une baisse de l'importance des marchés comme protocole d'allocation et une montée en importance des communs comme protocole d'allocation alternative au marché. Et donc, par exemple, si on passe, exemple, je ne sais pas, des crèches privées organisées donc, par des entreprises à but lucratif qui vendent des services de crèche, à des communs de crèches autogérés, donc gérés selon une logique de réciprocité. Si certains d'entre vous ont déjà des enfants et participent à des crèches autogérées, vous savez comment ça marche. Hein. Quelques jours, vous venez participer, vous vous cotisez pour pouvoir payer donc le personnel de la crèche et vous donnez des heures de travail en fonction de la réciprocité pour pouvoir faire fonctionner la crèche. Là, en fait, les incitations, microéconomiquement, sont complètement différentes. C'est-à-dire que la crèche autogérée, il y a beaucoup d'incitations morales et sociales qui soutiennent le commun et très peu d'incitations financières, vu qu'il n'y a pas vraiment de prix sur les choses et que toutes les choses où il y a un prix, par exemple le salaire de la personne et le prix de la location de l'endroit, c'est financé à la manière d'une cotisation sociale. Donc là, en fait, on voit que les incitations sociales et morales vont être beaucoup plus importantes que les incitations financières. Donc, les outils de la microéconomie théorique qui sont très bien adaptés à une société de marché très développée où, en fait, on peut assez facilement, à travers des signaux prix, affecter les comportements de production et de consommation, vont de moins en moins bien marcher dans une société qui va tendre à se démarchandiser, d'où, en fait, l'investissement dans une boîte à outils pour pouvoir justement faire transition et de se dire, voilà, si on a démarchandisé, je ne sais pas, les crèches et qu'on se retrouve avec énormément de crèches autogérées, les outils financiers pour manager en fait ce système-là sur le long terme vont perdre de leur importance. Et la question associée, c'est en fait la compatibilité non seulement avec une économie de marché, mais surtout avec le capitalisme. C'est ça qui est important, de se dire que la décroissance en tant que critique du capitalisme, non seulement pour son objectif d'accumulation du capital, donc avec la conséquence aujourd'hui de la croissance économique, mais aussi des règles du jeu du capitalisme, donc pour faire simple, l'hégémonie du salariat. Donc par exemple, la décroissance, enfin dans la littérature qui est donc dans l'affiliation de l'approche anarchiste du post-travail et pour une démarchandisation de la plupart des relations j'allais dire salariale, mais dans la plupart des activités en fait de travail de l'économie. Donc aujourd'hui, quand vous voyez par exemple les territoires zéro chômeur de longue durée et la logique de la garantie de l'emploi,
et les coopératives à but d'emploi, là aussi, en fait, si on avait un territoire à zéro chômage de longue durée dans chaque ville de France avec énormément de garanties de l'emploi, on n'aurait plus vraiment le même marché de l'emploi qu'on a aujourd'hui. Donc, la logique en fait, de réflexion sur les incitations financières pour affecter le chômage serait plus du tout la même. Et on passerait à des incitations morales et sociales et énormément de discussions politiques sur quel emploi on veut créer à l'échelle d'un territoire zéro chômage de longue durée. Quand vous allez là-bas, c'est des discussions très simples sur voilà, cette année, il va falloir dépolluer, je ne sais pas, la décharge, on n'a pas assez de crèches, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour ça? Et on n'est plus trop dans la logique vraiment macroéconomique de gestion d'un marché, enfin d'une marchandise travail. Du coup, il reste 3 minutes. Du coup, c'est une question rapide. Bonsoir. Donc, c'est un peu dans la continuité de la marchandisation, etc. Mais en gros, comment on compose la décroissance dans une économie qui est ultra financiarisée aujourd'hui? Alors, je ne suis pas du tout experte du sujet, mais pour moi, la décroissance, vu qu'elle parle de réduction de la production et de la consommation, elle va surtout influer sur l'économie réelle. Or, aujourd'hui, l'économie réelle, elle est minime par rapport à l'économie qui est financiarisée et qui s'autonomise quand même pas mal. Et du coup, comment on compose avec ces deux éléments de l'économie et vu que vous disiez que la lucrativité limitée reste quand même un peu utopique et loufoque. On définanciarise. Donc, vous vous souvenez, j'avais parlé de la logique de se dire dans une logique de lucrativité limitée avec des coopératives, avec des raisons d'être centrées sur la satisfaction des besoins concrets, il y a énormément de projets qui deviendraient absurdes. L'ouverture de nouveaux aéroports, de parkings, la publicité débile, trucs comme ça. Et pareil, la grande majorité des activités financières aujourd'hui, ce serait d'avoir une raison d'être. Donc, à terme, on verrait vraiment un démantèlement extrêmement important des transactions financières aujourd'hui qui passeraient par des interdictions des autorités des marchés financiers qui viendraient commencer par interdire certains produits financiers, certaines pratiques financières, le trading à haute fréquence par exemple, qui aurait dû depuis longtemps être pas pénalisé, mais à défaut d'être taxé de manière inutile aujourd'hui, au moins désavantagé pour le voir disparaître. Et ça, ce qui s'insère aussi dans on parlait de démarchandisation, de démarchandisation de la monnaie elle-même. Donc aujourd'hui, pour faire simple, la monnaie est devenue une marchandise. La monnaie est créée en existant dans l'économie quand des banques commerciales, souvent des banques, enfin tout le temps des banques privées à but lucratif, quand elles octroient des crédits. Donc aujourd'hui, en fait, on a ce système décentralisé, mais décentralisé dans une logique de marché et dans une logique lucrative. Donc de se dire aujourd'hui, il faut, de la même manière qu'on admet que l'agriculture, la santé, le logement, ce sont des secteurs qui doivent fonctionner selon la logique un petit peu du service public, pas seulement gouvernemental, mais c'est-à-dire c'est des secteurs qui doivent continuer à fonctionner peu importe ce qui se passe, parce qu'on aura toujours besoin de se loger. Pareil, on aura toujours besoin de monnaie d'une certaine manière. Donc, certains ont exploré le projet d'une renationalisation de la création et destruction monétaire. Ça ne veut pas forcément dire revenir à l'État qui imprime sa planche à billets. C'est des projets qui sont un petit peu plus subtils, avec des banques centrales indépendantes et qui, elles, injectent l'économie, la monnaie dans l'économie, ou de manière décentralisée, donnent le pouvoir à des banques à but non lucratif, donc des SCIC qui suivent les lois de l'économie sociale et solidaire. Seules ces banques ont le droit de créer de la monnaie. Les autres ont le droit que de faire intermédiaire. Donc, si elles arrivent à capter l'épargne de consommateurs, elles peuvent ensuite investir dans quelque chose, mais elles n'ont pas la capacité de créer de la monnaie. Si on faisait cela, on verrait d'une certaine manière la suppression, je pense, de beaucoup de crédits qui n'existent aujourd'hui que dans des logiques lucratives, parce que on prête, je ne sais pas, moi j'ai envie de construire des parkings quelque part, ça va être énormément lucratif, donc la Société Générale va me donner de l'argent. Alors que si j'allais, je ne sais pas, à la Nef ou au crédit coopératif, je leur disais, écoutez les gars, là je vais faire de la publicité dans les parkings, trucs comme ça. Là, s'il y a une espèce de ciblage, de dire, non, ça ne correspond pas et tout, c'est dans notre red list des trucs qu'on ne veut pas investir, je n'arriverai pas à trouver
de l'argent pour faire cela. Donc là, on verrait aussi une certaine contraction au niveau financier, au niveau monétaire, qui s'auto-entretiendrait. Mais aujourd'hui, là, j'étais invité chez pas mal d'acteurs du marché financier qui me posent tous la même question. Comment est-ce qu'on investit dans la décroissance, des trucs comme ça. Moi, c'est simple. Ça va être en fait des investissements sans retour. Des investissements à retour négatif. Vous n'avez pas l'habitude. L'habitude, on appelle ça, je ne sais pas, du mécénat, de la philanthropie. En fait, de la même manière qu'aujourd'hui, en fait, on s'est beaucoup enrichi en transformant du patrimoine écologique en patrimoine financier. Donc là, aujourd'hui, on est en déficit écologique et on est en bénéfice financier. Ben là, il faut le faire le contraire. On va investir, on va transformer du capital financier en capital écologique. Mais sans retour, parce que bien sûr, on va se retrouver avec des arbres, avec des grenouilles, avec une stabilité climatique qui ne va pas directement réenrichir les acteurs du financier, ou sinon à travers une dynamique insoutenable et inégalitaire, parce que c'est l'État qui va en fait payer le marché des acteurs privés du financier pour les forcer à investir là-dedans, et donc créer une dette publique qui va ensuite créer d'autres problèmes. Donc là, je pense aujourd'hui, il va falloir y avoir une discussion qui est très centrée autour du partage des richesses, de dire oui, historiquement, il y a eu une accumulation du pouvoir d'achat et de la capacité à investir chez certains acteurs qui n'était pas légitime et qui, aujourd'hui, va devoir être déconstruite à travers l'expropriation, encore un gros mot qui nous donne des flashbacks horribles soviétiques, d'une partie du patrimoine financier de ces acteurs majeurs aujourd'hui. Et la deuxième chose, et ça c'est une question beaucoup plus compliquée, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire de la valeur financière un petit peu des actifs fossiles, par exemple, aujourd'hui, les projets qu'on va devoir arrêter en cours et les mécanismes de compensation qu'on va devoir mettre en place. Ça, c'est tout un Rubik's Cube de questions où moi, après avoir discuté aux gens des acteurs financiers, c'est un truc qu'ils n'ont jamais considéré. C'est un truc qu'ils n'ont jamais imaginé dans leurs règles du jeu qu'on pourrait un jour leur demander d'avoir des contraintes écologiques comme ça qui passeraient au-dessus des contraintes financières. Et aujourd'hui, eux-mêmes l'admettent. Ils disent on est en incapacité totale de faire quoi que ce soit qui n'ait pas un retour positif sur investissement. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qui est un retour positif sur investissement et dans nos meilleurs jours, on peut même sacrifier et pas investir dans le plus lucratif, faire du moins lucratif. Mais la barre, on ne passera jamais en dessous. Et ça, c'est un problème. Donc, il va falloir créer en fait des concepts d'investissement. Donc, on l'a vu, de transfert de valeur, où il y a quand même une création de valeur, c'est une valeur sociale et écologique. Et là, les outils de comptabilité vont être déterminants pour justement arriver à créer une culture de l'investissement où on peut faire de la reconstruction écologique et de l'investissement social en déficit financier sans forcément que ça mette en péril la viabilité économique totale et donc la faisabilité de ces projets. Merci. Désolée, du coup, on n'a pas le temps de prendre les autres questions et merci d'être venu encore une fois. Merci de m'avoir invité.